Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Karim Efraq. Bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour. Et bonjour et bienvenue à l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous dans cette émission dédiée à l'éclairage de l'assassinat de Monsieur Khashoggi. Dans un premier temps, si vous le permettez, pour vous, en tant que personne, qu'est-ce que ça vaut, l'assassinat d'un journaliste? Écoutez, l'assassinat d'un journaliste demeure toujours quelque chose de choquant. C'est une façon directe ou indirecte d'assassiner la liberté d'expression et la volonté d'informer ou de tenir informé le grand public. Lorsqu'on s'attaque à un journaliste, c'est qu'en général, on veut empêcher la divulgation d'une information et on peut empêcher également que le grand public se rende compte de ce qui se trame derrière, parce que les journalistes, ils permettent bien souvent d'apporter un éclairage sur les dessous des cartes. Ma première question, après cette observation sur l'assassinat d'un journaliste dans un monde très 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 dur, donc il faut des choses qui sont, Jamal Khashoggi a été assassiné de la façon la plus barbare qui soit. C'est indéniable. Alors, comment expliquer les réponses contradictoires des autorités saoudiennes? Écoutez, l'affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui est exilé aux États-Unis depuis 2017 et qui est également collaborateur dans le Washington Post, elle a été gérée du côté saoudien parlant de façon très maladroite. En tête de gondole de cette mauvaise gestion, il y a tout d'abord les réponses toutes contradictoires des autorités saoudiennes qui ont fini par alimenter, à cause de cette maladresse, plus qu'il ne faut, la suspicion qui pèse encore sur l'implication de l'Arabie saoudite dans cette affaire. D'abord, ils avaient commencé par nier la mort du journaliste, tout en affirmant qu'il avait quitté le consulat par ses propres moyens. C'est à ce moment-là que les autorités turques, ils ont intervenu en présentant des vidéos dénonçant l'implication de plusieurs agents, ou au moins plusieurs personnes saoudiennes, dans l'enlèvement et l'assassinat du journaliste. Devant ces preuves qui sont quand même assez accablantes, les autorités saoudiennes se sont alors rétractées en reconnaissant, et cette fois-ci par la voix officielle de leur ministre des Affaires étrangères, la mort du journaliste. Mais dans la foulée, elles continuent à contester toute implication officielle dans cet assassinat. C'est un point qui est très important. Maintenant, il s'agit de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Cette rétractation de la part des Saoudiens, dont le fond n'est pas aussi contradictoire qu'on pourrait le penser. Elle confirme plutôt l'idée que les autorités saoudiennes n'étaient pas au parfum concernant cette affaire et que pour la traiter, un peu au regard de l'urgence et également au regard de la grande sensibilité, elle a dû se reposer, comme c'est souvent le cas, sur un rapport externe. N'oublions pas que l'affaire s'est déroulée à Istanbul et que par conséquent, il faut un peu de temps, un minimum de temps, pour tirer les choses au clair. Une fois cette première étape passée, ils ont alors modifié leur version des faits, ce qui est plutôt, à mon sens, audacieux car très embarrassant. D'autant qu'en complément de cette première information, un média turc avait affirmé détenir des preuves accablantes.
Vous savez, il ne fait aucun doute que les autorités saoudiennes soient impliquées jusqu'au cou dans cette affaire. Personne ne peut nier que cet assassinat s'est déroulé dans un consulat saoudien et que par conséquent, cette opération a été menée sous l'ordre d'une autorité haut placée. Cependant, la question qui se pose et qui dérange, est-ce qu'il serait possible que le roi Salman en personne ait commandité ce meurtre? Il s'agit là d'une question sensible à laquelle, pour le moment, aucune des preuves présentées n'a pu répondre ou ne peut répondre. Un esprit plus torturé ou moins circonspect serait tenté d'affirmer, évidemment sans preuve, et qu'à ce niveau-là, rien ne peut être réalisé sans le consentement du roi. Ce serait alors juste faire preuve d'une grande méconnaissance des réalités du terrain saoudien et des arcanes du pouvoir. Car en réalité, dans ces hautes sphères, tout reste possible. Et ce que j'affirme ici, il a été récemment confirmé par le président turc en personne. Dans une tribune publiée dernièrement dans le Washington Post, Erdogan a affirmé que l'ordre de tuer Khashoggi est venu à n'en pas douter des plus hauts niveaux du gouvernement saoudien, avant de préciser qu'il ne croit pas, qu'il ne croit pas une seconde à l'idée que c'est le roi Salman, gardien des saintes mosquées, qui aurait pu ordonner ce meurtre. Si je comprends bien, M. Karimi Frak, ce que vous dites, il serait donc possible que cet assassinat s'est déroulé dans le dos du roi et du prince héritier. Comment pouvez-vous être aussi affirmatif? Et si c'est le cas, à qui profiterait-il donc le crime? Écoutez, il y a d'abord le bon sens. Premièrement, il serait juste fou de chercher à assassiner quelqu'un, en l'occurrence une personnalité mondialement connue, dans un espace officiel qui apporterait aussitôt la preuve indiscutable de l'implication de l'État dans cette affaire. Ça, premièrement. Secondo, on peut toujours se poser la question, si tel était le cas, pour les Saoudiens, pourquoi les Saoudiens n'ont pas cherché donc à assassiner Khashoggi chez eux, par exemple, alors qu'ils en avaient 1000 fois la possibilité. Par contre, cette façon de faire, qui est complètement irréfléchie, n'est pas tout à fait dénuée de sens, parce qu'elle colle d'une certaine façon à l'image que les détracteurs du prince héritier s'acharnent à lui coller à tout prix. C'est-à-dire l'image d'un prince autoritaire qui décide de tout de façon complètement unanime et qui n'hésite pas à recourir à la force lorsqu'il est contrarié. Ce qui est bien évidemment loin d'être le cas. En termes de comparaison, le cas de MBS, de Mohammed Ben Salman, ça s'apparente beaucoup à celui de Donald Trump. Les détracteurs de ce dernier s'acharnent aussi à lui coller l'image d'une personne irréfléchie, autoritaire et commettant de nombreuses imprudences, car bornée et peu expérimentée selon leur dire. Sauf que la réalité prouve, et cela chaque jour, le contraire. Elle démontre combien le président américain est quelqu'un d'aguerri et de grand stratège. Il s'agit donc de deux cas plus ou moins similaires. De façon un peu indirecte, je dirais, chercher à nuire à l'image du prince héritier reviendrait à chercher à nuire à l'image de Donald Trump. Et ça serait là, à mon sens, une belle occasion que de le contraindre à désavouer MBS et de rompre tout projet de collaboration avec lui. Dans ce cas-là, pour les deux puissances, ça serait juste catastrophique. Cela d'un côté. De l'autre, en dehors des hypothèses complètement farfelues, avancées et sont criées garde,
ça serait bien que les accusateurs, nombreux, nous apportent les preuves formelles impliquant le roi Salman ou son fils dans ce crime. Et ça n'est pas les quelques faux documents de mauvaise qualité qui circulent sur les réseaux sociaux qui changeront quoi que ce soit. Maintenant, à qui pourrait profiter le crime? Tout d'abord, parce que organiser une telle opération n'est pas chose à la portée du premier venu. Là-dessus, on est bien d'accord. Ils sont hautement bien placés, bénéficiant de grands pouvoirs, de grands moyens et surtout, de la confiance du roi. Ce qui laisse entendre une trahison au plus près du carré royal. Chose assez courante, car on n'est jamais, entre guillemets, on n'est jamais bien trahi que par ses plus proches collaborateurs. Des collaborateurs qui ont certainement des projets contraires à ceux du roi et de son fils et qui sont, à n'en pas douter, en relation avec d'autres forces qui considèrent que le roi et son fils représentent de grandes menaces pour elle. Il ne faut pas perdre de vue que Mohammed Ben Salman, depuis son arrivée au pouvoir, n'arrête pas d'insuffler de nouvelles réformes, très risquées au regard de la réalité du terrain saoudien et régional également. Il a pris, comme vous le savez, sur lui de limiter au maximum l'influence du wahhabisme, de limiter l'avancée du nouvel ordre communiste incarné actuellement par l'Iran au niveau de la région et de sa grande amie, la Russie, d'en finir également avec l'Organisation mondiale des frères musulmans et donc de l'islamisme, ce même islamisme qui est soutenu, n'oublions pas, par l'Iran, la Turquie et le Qatar. S'attaquer donc à autant de chantiers en même temps n'est pas sans risque, surtout en contrepartie, il entend développer son pays économiquement, culturellement et intellectuellement afin de l'arracher à cet archaïsme qui le bouffe depuis des décennies et qui est porté le plus souvent par une minorité dominante. Donc c'est au cœur de cet agenda qui cherche à développer l'agenda de Mohammed Ben Salman, qui cherche à développer la nouvelle Arabie saoudite, que le contre-agenda de ses détracteurs opère, et cela afin d'empêcher le bon déroulement de ces projets-là, particulièrement lorsqu'on constate que le crime, l'assassinat du journaliste, a eu lieu à quelques jours à peine de la tenue du grand forum économique international qui s'est tenu dans la capitale saoudienne, mais également à quelques jours à peine de l'entrée en vigueur de l'embargo américain sur l'Iran. On peut dire qu'il s'agit là, pour le coup, d'une drôle de coïncidence. Justement, là, si je prends un petit peu si je comprends bien par rapport à tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, il y a un grand nombre de points qui sont un petit peu similaires avec le président Trump. Hein, donc, voilà, donc il y a une cohérence entre les engagements des deux personnes, mais aussi il y a cette notion, c'est pour la première fois que ça se dit sur notre antenne, hein, c'est de parler et de penser qu'il y a possibilité d'un complot parce qu'il y a d'autres agendas, il y a d'autres, d'autres créneaux qui a été touché d'une manière directe par le roi Ben Salman, par le prince héritier Ben Salman, et en aucun cas on peut parler de bavure, mais par contre on parle d'un coup monté pour déstabiliser je pense que ça saute aux yeux, oui. De prince héritier. Tout cela semble cohérent, mais ça ne change rien à la réputation entachée du prince héritier, qui semble collectionneur des casseroles, le conflit du Yémen, l'embargo contre le Qatar, les arrestations arbitraires, sans parler du soutien de l'Arabie saoudite au wahhabisme, et j'en passe. Comment peut-on avoir du crédit lorsqu'on a de telles ardoises? Écoutez, vous soulevez ici une question très importante qui mérite que l'on s'y attarde un minimum. Il est vrai que l'Arabie saoudite a soutenu et développé le wahhabisme, c'est-à-dire le salafisme pour les non-connaisseurs. Elle a développé donc de ce wahhabisme et dans la région
mais également à travers le monde entier. Or, il faut savoir que cette mission, et je dis bien mission parce qu'il s'agit bien d'une mission, elle a été consentie et soutenue à compter des années 60 par les Américains et les Anglais eux-mêmes. Il n'y a pas que les Saoudiens dans cette affaire. Pourquoi? Parce que les Américains ont soutenu et développé avec l'aide des Saoudiens le wahhabisme pour contrer l'expansion du communisme dans le monde musulman. Et les Anglais, c'était pour faire avorter le projet du panarabisme porté par Jamal Abdel Nasser, qui était également communiste. Il s'agit donc d'un combat sur fond idéologique qui s'inscrit dans le cadre de la guerre froide de l'époque. C'est comme ça qu'il faut le lire. Et non pas uniquement une espèce de mouvement idéologique qui cherche à ramener le monde musulman dans le salaf et tout ce blabla qui est juste un langage populiste. Concernant maintenant Mohammed Ben Salman, premièrement, il ne peut pas être tenu pour responsable des projets qui étaient conduits par d'autres que lui. Secondo, il ne faut pas oublier que Mohammed Ben Salman est la personnalité qui s'attelle actuellement à mettre fin à cette idéologie parce qu'il la juge lui-même contre-productive. C'est pourquoi on le rencontre en train de s'acharner à arracher son pays au passéisme dont il est victime, et je dis bien victime, depuis des décennies, en cherchant désormais à le placer sur les rails de la modernité. Au cours du grand forum économique qui a été tenu donc dernièrement dans la capitale saoudienne, il l'a dit haut et fort devant les centaines d'invités venus du monde entier. Il a dit « Je veux faire de l'Arabie saoudite et de la région la nouvelle Europe ». Cela veut tout dire. Concernant maintenant le conflit au Yémen, qui est un gros problème au niveau de toute la région, il ne faut pas oublier que ce conflit s'inscrit avant tout dans la ligne continue du désastreux printemps arabe qui avait totalement déstabilisé le Yémen, sans parler des autres pays arabes. Une déstabilisation dont a profité des fractions illégitimes pour y semer le désordre et le chaos. Cette déstabilisation ne pouvait pas laisser l'Arabie saoudite inactive, tant il s'agit de façon indirecte de sa propre sécurité. Ils sont limitrophes, l'Arabie saoudite et le Yémen. De même, n'oublions pas que ce conflit avec le Yémen, qui est un soutien au pouvoir yéménite légitime contre les insurgés houthites, est un conflit qui est conduit par une coalition internationale formée de 34 pays. L'embargo maintenant contre le Qatar, il répond quant à lui à des logiques d'ordre géopolitique. Le Qatar, comme c'est bien connu, est montré du doigt en tant qu'un acteur majeur dans la mise sur pied du funeste printemps arabe. Et par conséquent, il est vu comme un conspirateur qui cherche à basculer l'ordre établi au sein des pays du Golfe. Il est également montré du doigt en tant qu'acteur majeur dans l'entretien de l'Organisation mondiale des frères musulmans et qui a elle-même joué un rôle important dans le printemps arabe. Il est également montré du doigt à cause de sa grande proximité avec deux puissances qui ont de grandes ambitions en termes de leadership dans la région, l'Iran et la Turquie, qui sont toutes deux connues pour leur proximité avec l'Organisation mondiale des frères musulmans. Le Qatar, et j'arrête là sur le Qatar, est également au cœur de plusieurs autres affaires dont il n'est pas opportun de parler ici. Donc tout ça pour dire que, au regard de ces éléments, l'Arabie saoudite, mais également d'autres pays voisins, et ceux, après avoir tenté de raisonner le Qatar à plusieurs reprises, ont fini par le placer sous embargo. Maintenant, la question des arrestations arbitraires dont on a beaucoup parlé et que l'on reproche au prince héritier en particulier. On peut, d'une façon ou d'une autre, les expliquer, et cela dans le cadre de la notion, bien évidemment, que se fait l'Arabie saoudite de la démocratie,
mais qui n'est pas plus différente que celle pratiquée dans un grand nombre de pays à travers le monde. Sur la question de la démocratie, vous savez, dès qu'on creuse un petit peu, personne n'est vraiment propre. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ces arrestations se sont produites dans un contexte particulier, c'est-à-dire la contestation de l'autorité qui cherche à moderniser le pays et à le débarrasser de ces éléments réfractaires. Il ne faut pas oublier que la réforme menée par Mohammed Ben Salman n'est pas sans inconvénient pour ceux qui pensaient n'avoir que des droits. Ils ne sont pas restés inactifs de leur côté, et donc malheureusement pour eux, MBS aussi. Effectivement, il me reste une toute dernière question, si vous le permettez, parce que le temps presse. Pourquoi avoir décidé d'assassiner une personnalité aussi mondialement connue, à savoir le journaliste saoudien? Autrement dit, est-ce qu'une autre personne n'aurait pas pu faire l'affaire? Bien évidemment que non. Dans ce coup d'État mené contre le roi et le prince héritier, personne ne pouvait remplir cette tâche mieux que le journaliste mondialement connu Jamal Khashoggi, pour la simple raison qu'il avait le profil idéal. Vous savez, avant d'aller un peu plus loin, il convient de savoir de qui on parle. Le monde entier a découvert Jamal Khashoggi sous la casquette exclusive et hautement honorable du journaliste. Un journaliste d'opposition qui réclame plus de démocratie et plus de modernité pour son pays. C'est très louable. Or, Jamal Khashoggi est certes un personnage très emblématique, mais il n'est pas aussi démocratique ou aussi propre qu'on le laisse entendre. Il faut savoir que jusqu'à son assassinat, le journaliste saoudien faisait partie de l'Organisation internationale des frères musulmans. Il y était membre depuis les premières années de fac et il ne s'en cachait pas. Il suffit juste de revenir sur ses tweets pour découvrir que ça n'est pas un secret. D'ailleurs, dans un de ses derniers messages qui date de la fin du mois d'août dernier, il avait écrit « Il ne peut y avoir ni réforme politique, ni démocratie dans les pays arabes sans accepter que l'islam politique en fasse partie. » Et c'est cette relation donc avec les frères musulmans, avec l'islamisme, qui l'a aidé, qui lui a permis de se rapprocher du très célèbre Oussama Ben Laden et à cultiver des affinités assez importantes avec ce personnage. Il faut savoir que lors de la guerre d'Afghanistan, Khashoggi a rendu régulièrement visite à Oussama Ben Laden de façon officielle pour couvrir les événements de la guerre en tant que journaliste, mais également en tant qu'intermédiaire entre son oncle, donc l'oncle de Khashoggi, qui est un grand marchand d'armes connu, et Oussama Ben Laden, qui ont consommé beaucoup à cette époque-là. Ben Laden, pour ceux qui ne le savent pas, était grand adepte de l'idéologie du takfir, cette idéologie subversive qui est considérée comme moteur par excellence du djihadisme. Ce qui signifie que finalement, Khashoggi y était également favorable, vu que Khashoggi a pleuré à chaudes larmes la mort de Ben Laden le soir qu'il a été tué par les djihadistes américains. Et également, pour ceux qui l'ignorent, Jamal Khashoggi, grand expert en communication, un homme de réseau, a joué un rôle clé dans l'affaire des printemps arabes qui a coûté la vie à des millions de personnes et qui a déstabilisé, et cela jusqu'à nos jours, plusieurs pays arabes. Et bien, avant cette funeste printemps arabe, on découvre encore une fois Khashoggi impliqué, et ça remonte à 1992, dans la vie politique algérienne, aux côtés des islamistes locaux, en collaboration avec le très célèbre Azzam Tamimi, un activiste palestino-britannique. Il s'agit donc, concernant Khashoggi, d'un super frère musulman, qui a des réseaux, des ressources, qui a des alliés puissants, une bonne connaissance des terrains et des mentalités, sans parler de la communication dans laquelle il était passé maître.
En bref, Khashoggi avait de grandes chances de réussir là où les anciens frères avaient échoué. Mais ça n'est jamais sans risque, car lorsque vous cherchez à réformer l'ancien système jugé caduc aux yeux de Khashoggi, c'est jamais sans conséquence. Il est vrai que le profil frériste de haut niveau de Khashoggi peut laisser entendre qu'il était considéré comme ennemi numéro 1 des détracteurs des islamistes. Mais n'oublions pas qu'il a toujours vécu au cœur de ces gens-là et qu'ils n'ont jamais cherché à lui nuire. Par contre, on oublie que ses frères d'armes peuvent, et là je parle des djihadistes, peuvent être parfois davantage plus dangereux que les détracteurs. Un peu comme le très célèbre Abdullah Azdan, qui était ex-bras droit de Ben Laden et qui a été assassiné par ses propres frères djihadistes d'Al-Qaïda. Vous savez, dans ces milieux-là également, le peu qu'on puisse dire est que tout reste possible. Karim Ifrak, géopolitologue, islamologue, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce volet caché de cette affaire de M. Jamal Khashoggi. Nous, en tant qu'émission Arc-en-Ciel, comme on a l'habitude, nous engageons à faire toute la lumière à travers un grand nombre d'intervenants sur ce dossier, parce que vous avez évoqué un grand nombre de points qui méritent d'avoir le temps de les approfondir, d'avoir les avis des uns et des autres. Et après vous, il y a Monsieur Bassam Tahan, un Syrien de renom, un spécialiste aussi du Moyen-Orient, qui va nous donner son point de vue. Et je tiens à vous remercier infiniment de ce passage très intéressant par rapport à l'émission Arc-en-Ciel concernant ce dossier de l'assassinat du journaliste saoudien. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, merci à l'émission Arc-en-Ciel et merci à tout notre public qui nous écoute. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive.